Joliba Morning News. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali a animé ce mardi 11 octobre 2021 un point de presse pour informer la population de leur préavis de grève déposé le 7 octobre 2021 à suivre. La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans le cercle de Nyono. Les récoltes de riz menacées dans le cercle par des attaques djihadistes. Les détails dans un instant. Octobre rose, mini-sondage auprès de nos concitoyens et le cancer du sein expliqué par un spécialiste. Nous en parlerons également de cette édition. Fidèles téléspectateurs, bienvenue au rendez-vous de l'information. Ibrahim Ikassa Maïga, le ministre de la Refondation, a effectué ce lundi 11 octobre une visite de courtoisie au siège du Conseil supérieur de la diaspora malienne. L'objectif est d'expliquer la nécessité des assises nationales de la Refondation et de demander l'implication de toute la diaspora pour sa réussite. Il est au micro de Moussa Tembini. Nous sommes venus aujourd'hui au Conseil national de la diaspora malienne pour exposer ce que nous entendons par refondation de l'État, mais simplement aller à leur école aussi, parce qu'ils nous ont déjà montré la voie à plus d'un titre. Comment défendre, même en l'absence de l'État, les intérêts des Maliens établis à l'extérieur. Ils nous ont donné la preuve à plusieurs occasions. Demander aussi leur accompagnement de ce qui va se jouer avec eux pour définir ensemble les contours du nouveau Mali. Jeter les bases de notre Malikoura. Le Conseil nous a proposé son accompagnement, chose qu'il fait déjà assez bien d'ailleurs, en nous montrant les voies et moyens dont pourrait profiter le Mali pour jeter les bases de ce Mali nouveau. J'ai été émerveillé par la vivacité d'esprit, la promptitude à proposer des solutions à nos problèmes. Et je crois que les assises nationales de la refondation et le processus de refondation qui va suivre seront certainement une belle réussite avec leur appui. Comme je vous le disais dans les titres, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali a animé ce mardi 11 octobre 2021 un point de presse pour informer la population de leur préavis de grève déposé le 7 octobre 2021. Les revendications s'articulent autour de 13 points, dont la relecture de certaines conventions collectives. Écoutons le secrétaire général du syndicat au micro de Moussa Tembini. Ce préavis porte sur un certain nombre de points, 13 points, dont le départ sans condition du DG de la BDM et non moins président de l'APB. Et cela au nom de l'apaisement du climat social, l'apaisement définitif du climat social dans notre secteur. Il s'agit également des cas d'injustice, tels que le cas des pompistes. Ces pompistes qui travaillent dans des multinationales et qui n'ont même pas le SMIC. Ces pompistes qui travaillent des années, qui n'ont même pas de contrat de travail. Une autre situation injuste, c'est le cas des prestataires de services. Ces prestataires de services, ce sont nos collègues de travail. Nous travaillons ensemble, à diplôme égal, mais à revenus différents. À diplôme et à tâches égales. Parfois, ils travaillent même plus, mais sans avantage. Nous avons dit que c'est une situation injuste. Il y a des cas d'abus et de violation des droits des travailleurs, notamment à la BDM. À la BDM, vous savez, ces dirigeants, chers camarades, nous causent énormément d'ennuis, d'autant que par malchance, c'est le DG, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est le président de l'APB.
Là-bas, l'injustice qui prévaut aujourd'hui, c'est d'abord le cas de Mme Kane Djennebassal, dont nous avons suffisamment évoqué le cas ici. C'est une dame qui a été licenciée illégalement, qui a été calomniée, qu'on a accusée de tous les nids d'oiseaux. Et nous avons dit, ça doit s'arrêter. Et elle a été licenciée le 11 juin 2021. Dans ce préavis, nous exigeons son retour. La grève commence à partir du 27 octobre, si les négociations n'aboutissent pas. 27, 28, 29 octobre, 72 heures. Il n'y aura pas de service minimum. Il n'y aura même pas de compensation. La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans le cercle de Nyono. Le cessez-le-feu négocié en mars dernier entre les terroristes et les chasseurs semble désormais rompu. Pendant ces derniers jours, les attaques et les massacres de population sont devenus fréquents dans les localités de Sogolo, Dogofri et Farabougou. Ces villages se vident de leurs habitants. Cette situation risque d'impacter la production risicole du Mali de cette année, vu que les dites localités sont des zones de productrices par excellence de riz. Aruna Saliakone a été demandé l'avis d'un spécialiste sur cette menace, suivant son reportage. Les attaques entre les groupes extrémistes violents et les chasseurs ont repris de plus belle dans les cercles de Nyono, Sogolo, Dogofri, Farabougou. Ces localités se vident de leurs habitants, comme les montrent ces vidéos amateurs. Si au début les agriculteurs étaient interdits d'aller dans leurs champs, aujourd'hui, ils sont obligés de faire dose à leur culture. Une situation qui risque de créer un drame humanitaire, vu que cette zone est rizicultrice par excellence au Mali. De prime abord, on pense à l'impact humanitaire de cette situation. Le fait que les récoltes ne répondent pas aux attentes, ça peut générer des conséquences humanitaires dramatiques. On sait qu'il y avait déjà plus de 3 millions de personnes qui étaient en position de risque d'insécurité alimentaire. Et quand cette situation viendra s'ajouter à ce risque très élevé déjà, comme je le disais, les conséquences peuvent être dramatiques. Mais il faut se poser la question, au-delà de l'aspect humanitaire, des enjeux économiques et politiques des derniers agissements de ces groupes-là. La rupture du cessez-le-feu entre les terroristes et les chasseurs peut être due, selon notre analyste, à l'absence de l'État lors de sa signature. Ces accords, parce que sont conclus en l'absence de certains acteurs clés, notamment l'État, d'autres parties prenantes, souffrent très souvent de suivi, parce que quand ces accords, il n'y a pas de garantie institutionnelle, ou encore que certaines des dispositions de ces accords-là prévoient la prise en charge par d'autres parties qui sont absentes au cours de ces négociations, l'effet de ces accords-là est très limité. Donc, selon Baba Dakono, ce qui est curieux et qu'il faut chercher à savoir, c'est la cause de cette rupture de confiance entre les deux camps. C'est un fait nouveau que les groupes essaient de se mettre à dos les populations, les communautés dans ces localités-là. D'autant plus que ce qu'on sait depuis, c'est que ce sont plutôt des groupes qui cherchent toujours à avoir l'adhésion de ces populations-là. En analysant la recrudescence des attaques terroristes dans cette zone de Nioro, localité de riziculture par excellence, aussi les récentes attaques sur l'axe Bamako-Dakar, une route économiquement importante à cause des sites miniers et le transport des marchandises via port de Dakar, on peut s'inquiéter de cette nouvelle stratégie de terreur de la Katibat de Massina qui consiste visiblement à étouffer le pays sur le plan économique, sécuritaire et humanitaire. L'image du jour nous conduit à la découverte du Musée national des arts et traditions du Gabon. Le Musée national des arts et traditions du Gabon est un musée placé sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts du Gabon qui s'engage à promouvoir la richesse et la diversité du patrimoine culturel gabonais en mettant à la disposition des visiteurs des dispositions d'art premiers et d'art contemporain. Inauguré en février 2019, le nouvel espace d'exposition du musée a été aménagé en face de la Chambre de commerce sur la rue Richard Nguema-Bekal à Libreville. En plus des salles d'exposition, le musée dispose d'un jardin botanique qui détient une collection d'essences végétales locales, une réserve destinée à la conservation des œuvres, une salle d'archives sonores, bandothèque ainsi qu'une salle de lecture et de recherche bibliothèque. Parmi les expositions qui se sont tenues au Musée national des arts et traditions du Gabon, nous pouvons citer entre autres l'Esprit de la forêt terre du Gabon 1997.
Sacré masque à la découverte des masques du Gabon 2005, rites et croyances 2014, Gabon terre du beauty et exposition photographique sur Omar Bongo Ondiba 2019, la vie au village 2020 ou encore Miroir ébène de Maud Scott Colonel et Mexilus et les racines de l'espoir de Georges Mbourou 2021. Suivons à présent l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Le djihadiste malien Ahmad Fahi Mahdi, condamné à 9 ans de prison par la Cour pénale internationale, présente ses excuses à la CPI et aux victimes pour avoir détruit les sanctuaires musulmans historiques de Tombouctou en 2012. Affirmant qu'il ressentait de profonds remords, le Touareg Ahmad Mahdi a été condamné en septembre 2016 pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre la porte de la mosquée Sidi Yahya et 9 des mausolées de Tombouctou au nord du Mali, classé au mondial de l'humanité par l'UNESCO et détruit à coups de pioches, de roues et de burin. Né vers 1975, Al-Mahdi était un membre d'Ansardine, l'un des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda qui ont contrôlé le nord du Mali pendant environ 10 mois en 2012, avant d'être en grande partie chassé par une intervention internationale, la France en janvier 2013. Il était le chef IBA, la brigade islamique de Meurs. La CPI a évalué le montant des dommages causés par Mahdi à 2,7 millions d'euros. Je regrette profondément tous mes crimes et j'éprouve un remords profond, sincère et authentique qui a réveillé mon cœur et ma conscience et m'a incité à me repentir et à changer. Je me tiens devant vous pour exprimer mes excuses les plus sincères qui viennent de mon cœur brisé aux victimes de la violence et de l'extrémisme à Tombouctou, les petits-enfants des saints. And thank you all for joining. La pandémie n'est pas terminée nulle part tant qu'elle n'est pas achevée partout, affirme l'économiste en chef du Fonds monétaire international lors d'un briefing. L'économiste indique que la vaccination inégale dans le monde continue d'être un frein à la croissance et à l'emploi. Si l'impact du Covid devrait se poursuivre, le PIB mondial pourrait être réduit à 5 300 $ au total en cours des 5 années comparé à nos prévisions actuelles, prévient-elle. Environ 58% de la population des économies avancées a été entièrement vaccinée contre 36% dans les économies émergentes et moins de 5% dans les pays pauvres, souligne l'institution de Washington qui publie ses attentes à l'occasion de ces réunions d'autonomes. Par ailleurs, le résultat, le FMI a baissé la prévision de croissance 2021 de la première économie du monde à 6% contre 7% juillet, mais elle l'a révisé en hausse pour 2022 à 5,2% en prenant en compte les projets de dépenses paranoïques prévus par l'administration Biden de plusieurs milliers de milliards de dollars. Ces divergences sont une conséquence de la grande fracture vaccinale et des grandes inégalités en matière de politique, alors que plus de 60% de la population des économies avancées sont entièrement vaccinées et que certains reçoivent maintenant des piqûres de rappel. Environ 96% de la population des pays à faible revenu ne sont toujours pas vaccinés, alors que plus de 60% de la population des économies avancées est entièrement vaccinée et que certains reçoivent désormais des rappels. Environ 96% de la population des pays à faible revenu n'est toujours pas vaccinée. Toujours dans le cadre d'Octobre Rose et de la série de reportages sur le sujet que vous pourrez retrouver dans nos éditions, nous sommes allés à la rencontre de nos concitoyens. Que savent-ils d'Octobre Rose du cancer du sein? Suivons leurs réactions à travers ce mini-sondage à Sokona Diakité et Adama Sanogo. Non, je n'ai pas entendu parler d'Octobre Rose. Concernant le cancer du sein, c'est une maladie dont beaucoup de femmes souffrent. Nous sollicitons vraiment l'aide du gouvernement, des cadres, des médecins, pour pouvoir vaincre cette maladie. Oui, bon, et c'est ma première fois que j'entends parler d'Octobre Rose. C'est ma première fois. Oui, j'ai entendu parler du cancer du sein. J'ai l'habitude d'entendre quand même les moyens de prévention pour voir réellement si il y a le cancer qui est là au niveau du sein. Donc on nous a dit de palper de temps en temps les seins à chaque après-règle pour voir réellement s'il y a des boules. Voilà, donc on nous a même
donner les informations, comment palper, de partager les seins en 4 et voilà, et commencer de palper. Oui, ce que je connais, parce qu'à travers les médias, ça dit la dame ne doit pas rester jusqu'au déclenchement de la maladie. Donc chaque fois, il y a des journées de dépistage. Elle doit passer au centre de santé pour au moins se prévenir, essayer de voir ce qui se passe. Donc en cas, si c'est au niveau du débit, peut-être on peut prévenir vite. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Et surtout que c'est le mois d'octobre est un mois de solidarité. Voilà, en plus du mois rose. J'ai entendu parler du cancer des seins. Et j'en suis témoin d'ailleurs d'une belle-sœur qui est décédée du cancer des seins. Dans le même contexte, nous avons également rencontré un spécialiste en la matière. Objectif, mieux éclairer les uns et les autres sur le cancer du sein. Sokona Diakité, Aïssata Traoré et Aruna Saliakone pour le reportage. Le professeur Cheikh Bougadari Traoré est spécialiste en anatomie, cytologie, pathologie au centre hospitalier universitaire du Point G. En termes médicaux, il nous explique ce que c'est que le cancer du sein et comment la maladie se manifeste. Le cancer du sein, c'est quand même une maladie qui atteint le sein. Donc, c'est les cellules anormales, les cellules qui se développent au dépens du sein, les cellules anormales. Et ces cellules vont être très nombreuses et constituent ce qu'on appelle un nodule ou une boule au niveau du sein. Le cancer du sein se manifeste par plusieurs méthodes, par plusieurs voies. Donc on peut avoir les boules dans les seins. Ça peut donner aussi des écoulements de sang à travers le téton du sein. Ça peut donner aussi des boules au niveau des aisselles, qu'on appelle en bambara gengenekuru, au niveau des aisselles. Ensuite, ça peut même donner des plaies au niveau de la peau qui couvre le sein. Ça donne des douleurs, ça donne un amaigrissement, n'est-ce pas, aux femmes aussi. Le diagnostic, autrement dit la manifestation de la maladie, peut se faire de plusieurs façons. Il en est de même pour sa prise en charge. Il y a aussi 3 types de prise en charge du cancer du sein. Le cancer du sein peut être traité par la chirurgie. Le cancer du sein peut être traité aussi par la chimiothérapie, c'est-à-dire les médicaments. Le cancer du sein peut être traité aussi par la radiothérapie, c'est-à-dire on envoie les rayons radiologiques au niveau du sein pour détruire les cellules cancéreuses. En termes de statistiques, plus de 400 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés rien qu'à Bamako et Kati en 2019 selon le professeur. Dès le constat de modification au niveau des seins, le réflexe à avoir est de se rendre le plus tôt possible dans les hôpitaux. L'autopalpation ou la mammographie au-delà des 40 ans chaque 1 ou 2 ans afin d'établir un diagnostic précoce de la maladie sont entre autres les conseils prodigués toujours par notre interlocuteur. Sur tout autre plan, la grande finale des compétitions nationales de slam et humour intitulée Slam Niyele Mansa s'est tenue le lundi 11 octobre 2021 à l'Institut français du Mali. La slameuse ségovienne Fanta Marico est la lauréate de la catégorie slam, tandis que le prix de la compétition d'humour a été décerné à la troupe Notre Famille de Bamako. Au total, ils étaient 8 finalistes, soit 4 en slam et 4 en humour pour le titre de meilleur slammer et de meilleur humoriste de l'année. À l'issue de la compétition de slam, la ségovienne Fanta Marico a été déclarée championne par le jury avec 67,8 points engrangés. Elle devient ainsi la première régionale à remporter la compétition nationale de slam depuis sa création en 2014. Je l'accueille avec satisfaction, avec bonheur, avec joie, parce que dans le slam, normalement, c'est pas le rang ou bien la victoire qui est quelque chose qu'on devrait compter. Juste la satisfaction intérieure, ça suffit. Donc je suis vraiment satisfaite de moi-même
Et c'est ce qui me suffit. Quant à la catégorie humour qui avait mis en liste des jeunes humoristes en groupe et en solo, elle a été remportée par la troupe Notre Famille de Bamako. C'est une question de travail. Vraiment, on a bossé. Franchement parler, il faut le dire. Mon équipe et moi, on a travaillé sans cesse. Et depuis le début, on est rentré dans la compétition avec une seule vision, c'est-à-dire remporter la coupe. Et Dieu faisant bien les choses, ça a été comme ça. Le programme Slam Niyele Massa, au-delà de la compétition, est un programme de formation en slam et en humour. Une initiative du groupe Agouratoire qui entend promouvoir les deux disciplines au Mali. Le programme Slam Niyele Massa est la combinaison de trois de nos projets, à savoir la compétition nationale du slam qui est le Massa Slam, la compétition nationale d'humour qui est le Yele Massa et les spectacles Femmes s'amusent. Ça, c'est les trois projets-là qu'on a réunis pour en faire un programme qui sera exécuté annuellement à la maison Agouratoire. Cette finale a été suivie par la restitution du spectacle intitulé Femmes s'amusent, un spectacle de 45 minutes qui donne la parole aux femmes via le slam et l'humour autour des problèmes auxquels elles sont confrontées dans notre société. Précisons enfin que la championne de Massa Slam représentera le Mali à la Coupe du Monde de Slam et à la Coupe d'Afrique de Slam en 2022. Au point que je me croyais seule habitante du jardin d'Éden. Parlons sport dans ce journal avec le triplé réalisé contre le Kenya le jeudi 7 octobre. L'ancien joueur du COB, club olympique de Bamako, est devenu le premier footballeur malien à réussir un tel exploit en Coupe du Monde. Amadou Tolo nous parle du joueur. Ibrahima Koné, 22 ans, entre dans l'histoire du football malien. Auteur d'un triplé contre les Harambee Stars du Kenya le jeudi 7 octobre, au compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'attaquant de Strasbourg 8 en Norvège est le premier footballeur malien à réaliser un tel exploit dans cette compétition. C'est la deuxième fois que l'ancien sociétaire du COB réalise le triplé avec une sélection malienne après celle de 2017 face aux Scorpions de la Gambie au premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN, Maroc 2018. Ce jour, celui que les supporters appellent familièrement Brouaba a illuminé la rencontre par sa belle prestation en inscrivant 3 des 4 buts infligés aux Gambiens au stade Modibo Keïta par les Aigles locaux. L'ancien joueur du COB effectue son baptême de feu en sélection le 1er septembre contre le Rwanda. Victoire des Aigles 1-0. Lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, puis face à l'Ouganda, 0 but partout. Lors de la deuxième journée, le 6 septembre, il a donc attendu son 3e match pour ouvrir son compteur but et de quelle manière, un hat-trick que personne n'avait réussi avant lui en éliminatoire de la Coupe du Monde avec les Aigles du Mali. Selon les rumeurs, Ibrahima Koné serait courtisé par certains clubs en Belgique, dont le champion en titre, le club Bruges. L'ancien joueur du COB pourrait quitter le championnat norvégien cette saison. Qui sait? Le début d'une belle aventure peut-être. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous. Joliba Morning News.